Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? Où on va faire le tour de l'actualité de la dernière semaine, où on va peut-être reculer un peu plus et on va aller autant à l'international au national qu'au régional. Merci d'être avec nous. C'est notre dernière avant Noël. Aujourd'hui, c'est la guignolée des médias. Je sais que quand vous écoutez, c'est déjà passé. J'espère que vous avez donné. Moi, c'est déjà fait. Et pour cette semaine, j'accueille comme mon collaborateur Patrice Bouchard, enseignant en sciences politiques au Cégep de Saint-Félicien. Bonjour Patrice. Salut Pierre. Ça va bien? Très bien. Tu vois, je me suis mis dans le temps des fêtes, je me suis mis un morceau de rouge pour faire plus blanc. Noël, rouge et blanc. C'est vrai, c'est le fun, il n'y a pas de message politique au travail. Pas du tout. En tout cas. Tu pourrais te lancer dans l'actualité? Beaucoup de choses, beaucoup de gros sujets, puis tu m'as fait une belle présentation, Patrice, je suis fier de toi. Tu vas nous parler du dernier sondage léger publié le 21 novembre 2015. Pourquoi tu veux nous parler de ça? C'est parce que dans ce sondage-là, d'abord, c'est un des plus récents par rapport aux intentions de vote, mais on a aussi mesuré d'autres sujets, d'autres questions, notamment la négociation avec les employés du secteur public. On a aussi mesuré les intentions de vote, mais aussi par rapport à la question nationale, souveraineté, puis on a voulu aussi tester là, la proposition de François Legault sur l'autonomie. C'est rien de nouveau, c'est dans l'ADN de l'ADQ, rappelez-vous, rapport à l'air. Mario Dumont claque la porte du Parti libéral, un peu ce que René Lévesque avait fait à l'époque aussi. Oui, et fonde l'ADQ. L'ADQ, il va se... Mais ça revient quasiment à la position de l'Union nationale, là. En fait, moi, je trouve que c'est, à la limite, pas mal plus la position de Robert Bourassa, à l'époque où les libéraux étaient autonomistes. Des autonomistes, là, au Parti libéral, il n'y en reste pas beaucoup. Et on assiste à... Non, mais c'est ça. On assiste à une polarisation entre le Parti libéral, qui défend bec et ongle le fédéralisme canadien, qui est peu revendicateur, par rapport à Pierre-Carl Pelado, le Parti québécois, qui veut se réapproprier tout ce terrain de l'indépendance et qui est très affirmé en ce sens. Et on voit bien là, ses intentions par rapport à 2018. Alors, à travers ça, François Legault se cherche parce qu'il est un peu victime, finalement. Il est victime de cette polarisation-là. Lui, il doit trouver une façon de sortir la tête de l'eau. Parce que là, c'est pas facile la dernière année pour François Legault. Plusieurs départs, des défaites crève-cœur, notamment dans Chauveau. Bref, quand on met tout ça bout à bout, lui, il cherche une bouée et revient avec le thème de l'autonomie. Et je dis bien revient, parce que c'est pas... rappelez-vous, en 2012, avant l'élection de 2012, quand la CAQ va devenir un parti politique, on parle déjà d'un mouvement qui allait devenir un parti, qui allait être nationaliste, défenseur du français, etc. Il disait... Après ça, pour 2014, ils ont mis de côté là, la question nationale définitivement, etc. En même temps, ce que je trouve un peu particulier avec François Legault, c'est qu'à force de chercher comme ça, il fait juste confirmer une tendance à la CAQ, je pense, c'est de se coller aux résultats du sondage. C'est pas un parti, je trouve, un peu populiste. Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu sois basé sur des principes, des convictions. Et lui, la conviction, c'était qu'il était allé dans l'opposition, qu'il est allé se former un parti politique pour être chef, pour être PM. Il l'a pas été. Là, on fait quoi avec tout ça? C'est un peu ça qui est arrivé. Mais à un moment donné, il faut pouvoir se reconnecter avec ses convictions. Peut-être que ça va le servir, parce que dans le sondage, il semble qu'il y a peut-être une place pour une troisième voie. Mais une troisième voie dans un régime politique comme le nôtre, avec un mode de scrutin qui favorise traditionnellement deux partis, difficile la troisième voie. Oui, mais Québec solidaire aussi, là, qui est... À ça, on va y revenir. J'ai des belles statistiques là-dessus qui prouvent que Québec solidaire sont à peu près tous sauf souverainistes. Bon, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. En fait, je pense que je les ai pas intégrées, mais je les ai apprises par cœur. Ah, OK, j'aime ça. Donc, sondage fait par Internet, 1001 répondants entre le 16 et le 19 novembre. Très important, hein, quand on regarde un sondage, c'est important la méthodologie. Ce sondage-là a été fait par Internet. À cause de ça, on dit qu'il n'y a pas de marge d'erreur, qu'il est fiable. S'il avait été fait selon une approche probabiliste, avec des entrevues, on parle de 3,1% de marge d'erreur, 19 fois sur 20. Donc, c'est dans la moyenne. Okay? C'est un sondage. Par contre, l'échantillonnage n'est pas si élevé que ça. Par contre, étant donné qu'on est simplement sur la scène québécoise, c'est dans les standards, c'est dans la normalité. Puis là, je voyais par Internet,
Ben, par Internet, ce qui arrive, c'est que là, à la limite, c'est l'interprétation de la personne qui va lire la question. Ouais, c'est ça. Parce que t'as pas aussi la personne qui pose la question. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment de marge d'erreur. La personne sélectionne, elle n'est pas contrainte de rien. En même temps, est-ce qu'elle clique la bonne affaire? C'est une autre question. Oui. Mais le sondage, c'est une photo dans le temps. Ouais. Le sondage, tu pourrais en avoir un aujourd'hui. Celui-là, il date de quelques jours déjà. Tout peut changer. En politique, le temps, là, c'est bon. Mais ceci dit, ça donne quand même une idée de certaines tendances. C'est ça que je veux qu'on regarde ensemble. Parfait. On va regarder ça. On lance. Tu nous lances déjà sur la négociation avec le secteur public parce qu'il en était question dans le sondage. Oui, puis c'était aussi, je pense, une des raisons qu'on faisait. C'est que tant qu'à faire un sondage, on mesurait les intentions. Ça coûte des sous, faire un sondage. Alors là, à un moment donné, on a dû se dire, ça devait être probablement le prétexte, on a joint à ça les intentions de vote. Ce qui est intéressant, c'est que 54 des répondants désapprouvent les mesures d'austérité. Il y a une famille sur deux qui nous dit que ça les affecte personnellement dans leur situation de tous les jours. Et surtout, 64 affirment que le gouvernement Couillard gère mal les négociations avec le secteur public. Bon, qu'est-ce que ça veut dire gérer mal? Certains pourraient dire pas assez sévère ou trop permissif avec ceux qui font la grève versus peut-être qu'ils devraient concilier davantage. Parce qu'il faut... Ça fait quelques jours, là, mais rappelez-vous là, qu'à ce moment-là, ça fait 1 an que ça discute, que c'est bloqué, et Martin Coiteux dit on a une nouvelle offre, au lieu d'être 00111, ça va être 01110. Tu sais, à un moment donné, les gens qui écoutent ça à la télé là, disent qui a une mauvaise foi? C'est la question qui se pose. Et là, et tout de suite, dans ces journées-là, le syndicat, le Front commun, là, je parle des questions salariales, pas sectorielles. Important de séparer les deux. Donc, le Front commun a demeuré son offre sur 3 ans, mais il l'a diminué de moitié et a dit, les journées de grève qui étaient prévues, le 1, 2, 3, on les suspend. Alors, tu sais, c'est quand même habile pour le Front commun d'avoir fait ça. Là, tu sens la bonne foi versus la mauvaise foi. Et là, ce qu'on a vu dernièrement, ça fait juste... Ceux qui disent que la grève sert à rien, c'est pas vraiment vrai parce que c'est ce qui a permis de débloquer des discussions. Et il y a même eu un blitz dans les derniers jours. On commence à annoncer des ententes dans les tables sectorielles. Donc, quand on parle de table sectorielle, on parle de table par secteur, donc les infirmières. Mais sur c'est, mettons, l'enseignement, mais les différents ordres d'enseignement. Mais le Front commun, c'est les salaires, les indexations, les augmentations, la retraite. Bref, ce qui a une valeur vraiment monétaire, ça, c'est une chose. Et par catégorie d'emploi, par exemple, c'est bien certain que moi, j'enseigne au collégial. Mes enjeux sont même différents qu'au primaire ou qu'au secondaire. Qu'une infirmière dans un hôpital. Qu'une infirmière, voilà, c'est ça, c'est tout à fait normal. Et ça a l'air que, donc, au niveau sectoriel, ça a avancé beaucoup. Il y a eu une cadence qui s'est accélérée, ce qu'on appelle les blitz, et ça négocie même la nuit parfois. Là, et donc, ça semble progresser. Et les syndicats, d'ailleurs, ont annoncé une journée de grève le 9 décembre qui, peut-être, ne sera pas appliquée parce que si l'intensification des négos continue, puis que c'est satisfaisant, puis qu'on arrivait avec une entente de principe, on dirait, pas de grève le 9, on retourne dans les assemblées générales. Alors, ça, c'est comme une carte qui se sont regardés. Est-ce que ça va se régler avant Noël? Je ne sais pas. C'est espéré, je pense. Et pour l'instant, personne ne parle de loi spéciale, parce que tant que ça négocie puis que ça avance, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Et je ne crois pas que le Québec aussi a été perturbé à un point tel que... Si les concessionnaires automobiles, on peut attendre 3 ans. Ça, c'est un autre sujet. Mais ce qui est intéressant, et selon moi, même les chefs syndicaux ont fait le saut, c'est que 51 on a posé la question, est-ce que vous appuyez davantage, ça peut être un peu beaucoup passionnément, davantage le syndicat ou le gouvernement dans la présente négociation? 51 des répondants appuyaient davantage les syndicats, 28 le gouvernement, il y a une vingtaine de points que les gens ne savaient pas vraiment. Ils ne sont pas informés. Mais n'empêche, 51 ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Et je pense que ce que les gens ont compris, au-delà de l'aspect communicationnel de qui est de bonne foi ou non,
Bien, je pense que les démonstrations en éducation puis en santé, comme de quoi que ça a des impacts, les coupures ont été faites, et que là, les gens commencent à réaliser que peut-être qu'on a étiré l'élastique. Et tout ça arrive en même temps où non seulement on annonce un déficit moins grand que prévu pour l'année 2014-2015, mais que si les choses continuent comme elles le sont maintenant, on assistera probablement à un surplus pour l'année 2015-2016. Alors là, est-ce qu'il y a péril dans la demeure? Parce que pendant ce temps-là, on met de l'argent dans le fonds des générations, là. Toi, si tu arrives à la fin de l'année et que tu n'as pas une scène, tu te prends-tu un REER de 5 000 $? Je pense pas. Tu vas peut-être t'en prendre une de 2 000 au lieu de 5 000, ou peut-être tu t'en prendras pas du tout. Peut-être tu voulais prendre 2 000, tu t'en prendras pas. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant je comprends l'utilité du fonds de génération. Là. Moi, j'ai 36 ans, puis je vois la dette, puis ça m'inquiète aussi. Mais au lieu de mettre 1 milliard, 2 milliards dans le fonds de génération par année, est-ce qu'on peut en mettre un peu moins, qui éviterait de faire d'autres types de coupures? Alors, c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est certain. Elle est comptable aussi, cette question-là. Oui, puis il y a une réalité, là, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, des prix Nobel d'économie l'ont tout dit, l'austérité, ça tue l'économie, puis ça risque à long terme d'avoir des conséquences aussi là-dessus. Si les gens sont plus capables de dépenser dans le loisir, dans des choses comme ça, ou s'endettent, c'est pas l'économie de tout le monde. Là. Je veux dire, c'est la réalité, c'est qu'on veut que le plus de monde travaille en meilleure qualité. Et là, on sous-entend que les bonnes nouvelles s'en viennent. Bon, les bonnes nouvelles pour le gouvernement, je parle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a un budget qui va être annoncé en mars, le budget fédéral en février, suit le budget des provinces. Et là, il y aura un paquet d'annonces pour l'année 2016-2017 et 2017-2018. Et là, on va ouvrir les vannes. Finalement, quand on dit au départ qu'on se précipite pour ramener le déficit zéro, c'est pas une mauvaise idée en soi, mais est-ce qu'on aurait pu prendre 4 ans au lieu de 2? Moi, je pense que oui. Et je pense que ça aurait été plus responsable, ça aurait fait moins mal, moins de chicanes, moins de contestations. Et je ne vois pas qu'est-ce qui urge, si ce n'est qu'entre autres, et c'est ça, moi, qui me désole comme prof de politique, c'est qu'on en arrive à miser sur le cynisme et au fait que les gens ne se rappelleront plus pour ensuite regarder les belles annonces, regarder si ça va bien au pays des merveilles. Ouais. Mais là, ça, à part miser sur le cynisme, là, ça fait quoi? Non, c'est ça. Mais moi, le problème que j'ai, Patrice va te le dire, là, c'est que dans la vie, là, quand j'arrive pas, là, j'ai 2 solutions. Diminuer mes dépenses ou augmenter mes revenus. On voit les gouvernements tenter beaucoup de diminuer ses dépenses, mais on le voit rarement essayer d'augmenter ses revenus. Pourtant, il y a plein de solutions. Pour l'instant, c'est ce qu'il a fait. Ouais. Il a agi sur les dépenses. Ouais. Et il les contrôle relativement bien, ces dépenses. Sauf, et là, je retire ce que je viens de dire, par rapport peut-être à la rémunération des médecins entre 2010 et 2015, c'est une autre question. Tout le monde a vu ça cette semaine. Il ne s'agit pas juste de donner des augmentations aux médecins pour rattraper les écarts avec le reste du Canada. Ça, sur le fond, bon, moi, je suis prêt à accepter ça. Mais comment se fait-il qu'il y ait des erreurs de calcul dans les nouveaux paramètres que l'on applique qui fait que, quelques centaines de millions. C'est surtout qu'on nous dit on ne peut pas aller les rechercher quand on est prêt à aller chez, tu sais, je veux dire, on voulait faire la même chose avec 700-800 fonctionnaires qui avaient eu des argents. Et ils ont reculé là-dessus aussi, mais avant même. Alors, les événements ne sont pas vraiment reliés, là, dans le sens qu'ils avaient reculé à aller chercher l'argent versant aux fonctionnaires. Et c'était l'erreur du Conseil du Trésor, là. C'était pas l'erreur de d'autres. Tu sais, c'est comme à un moment donné, je veux dire, il faut que tu t'assumes, là. Tes responsabilités. Si c'est ton erreur, c'est ton erreur. Tu t'en vas pas collecter un gars 3-4 ans après à qui tu as peut-être donné 7, 8, 10 000 $ de trop échelonné sur plein d'années. Comment tu vas essayer 2 jambes si tu fais une affaire de même? Non, je sais bien. Mais moi, le problème que j'ai, là, c'est que si moi, mettons, là, au bout du compte, là, j'arrive pas je fais pas de quelques mille piastres dans mon année, là, je vais faire, moi, comment ça se fait que j'ai de l'argent que j'arrive pas? Je vais me poser des questions. 800 millions. Hey, c'est le temps qu'on s'en pose la question. Tu sais, je peux pas croire qu'on n'a pas vu ça partir, là. Tu sais, c'est comme absurde. Puis, ce qui arrive, c'est que 40 de l'argent neuf en santé, parce que là, il faut bien comprendre que l'augmentation du budget en santé, elle est moindre. Il y en a toujours une. C'est pour ça que le gouvernement, l'État dit, ils veulent pas parler d'austérité. Parce que les autres, ce qu'ils voient, c'est que le chiffre qui est dépensé en santé, l'année d'après, il augmente. En éducation, l'année d'après, il augmente. Mais il augmente faiblement, plutôt que de suivre les besoins et l'inflation. Puis il augmente faiblement. Pourquoi? Parce qu'on a fait des coupures. Ben oui. Alors, pour augmenter faiblement, même si c'était encore dans le positif, puis même si tu dis que c'est pas de l'austérité, il a fallu que tu coupes combien de milliards? Alors c'est là que, là, on trompe, je pense, intellectuellement, là, les gens. Oui, je suis d'accord.
OK. Donc, super. On va souhaiter que ça se règle, les négociations dans le secteur public. Intention de vote, on est toujours dans le sondage là, léger du 21 novembre. Moi, ce que je voulais, même si ça date là, d'une semaine et demie, ce sondage-là, je voulais démontrer aux gens que parfois, un sondage, il faut fouiller un peu pour comprendre les subtilités, si je peux dire. Parce que lorsque l'on voit les intentions de vote, 35, 32, 20, 10, bon, PLQ, PQ, CAQ, QS respectivement, alors on dit, bon, malgré toute cette insatisfaction, l'austérité, les manifestations, les grèves, le gouvernement libéral s'en sort relativement bien. Il y a eu 40 % en 2014 à l'élection, on tombe à 35. Le PQ avait eu 23 % en 2014 à l'élection, 32, c'est quand même pas rien. Là, c'est la CAQ qui a baissé, QS 10. QS, c'est un peu son problème, c'est-à-dire que entre deux élections, elle va souvent faire, dans les sondages, des scores de 8, 9, 10. On a déjà vu 11 aussi. Mais elle n'a jamais fait, à date en tout cas, plus que 7, 7,5 dans le cadre de l'élection générale. Et là, je parle en général, parce qu'on sait que dans certains comtés, ils font plus. Là, bon. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire si on avait à gratter un peu, à interpréter? On peut aller à la diapo suivante. D'abord, analysons cela chez les francophones et les non-francophones. Alors, voyez-vous, si on prend le vote chez les francophones, le Parti québécois est soudainement à 38, les libéraux à 24, la CAQ à 23. Là, j'ai une petite coquille, mais QS est à 12 % Alors ça change le résultat. Pourquoi? Parce que c'est à peu près 80 % des circonscriptions, des 125 circonscriptions qui sont à nette dominance francophone. Ouais. Alors ça a une incidence sur le nombre de sièges. Et c'est ce que le premier chiffre ne dit pas. Et c'est ce que les chroniqueurs disent pas non plus, parce que c'est rendu qu'on parle presque plus jamais du vote francophone. Or, il faut bien le traiter, ce vote-là, parce que si ça a une influence mathématique, il faut le savoir si ça change la donne ou pas pour analyser correctement. Oui, surtout que c'est rendu, dans nos sociétés, j'ai l'impression que c'est quasiment les sondages qui déterminent comment les gens votent, et non voilà, c'est que si je vois le premier sondage, je me dis les libéraux sont en tête. Ouais. Mais dans la réalité, c'est pas tout à fait ça, parce que regarde, chez les non-francophones, 75 % des non-francophones votent pour le PLQ, 10 pour le PQ, 9 pour la CAQ et 4 % pour QS. Donc, c'est quand même une nette domination. Moi, je me rappelle, chez les non-francophones, j'ai vu des résultats similaires un petit peu avant qu'on annonce la commission Charbonneau. Là. Ouais. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, tu te dis, c'est très élevé. Là. Comment se fait-il qu'ils sont aussi captifs à cette formation politique qu'on appelle le Parti libéral? C'est-à-dire, peu importe ce que le Parti libéral va faire. Là. Oui, ils sont bon, OK. Mais ça, on le sait, là. Non, bien, on le sait, mais des fois, on ne veut pas le dire, c'est sensible, puis là, tout le monde va me ramener par réseau. Mais c'est pas ça que j'essaie d'expliquer. Mais on a le droit d'analyser, puis de comparer, puis de... Sauf que le 75 % ça donne pas nécessairement... Ça l'assure un minimum de sièges au Parti libéral. Mais ça n'y en donne pas nécessairement plus. On va voir pourquoi. Cette division-là, cette répartition-là du vote fait en sorte qu'il y a une concentration du vote allophone, anglophone, dans certains comtés. Alors, que tu gagnes un siège avec 40 % du vote ou que tu gagnes un siège avec 58 % du vote, un siège, c'est un siège. Alors, pour que les libéraux soient majoritaires, globalement, à peu près, ils ont besoin d'environ 5 % de plus que le PQ. Okay. Alors, c'est pour ça que si on prend par région, on voit la nette dominance du Parti libéral, suivi du PQ. Dans la région de Québec, différent un peu. Dans la région de Québec, le PLQ semble bien en selle, quoique la CAQ performe mieux à 27 %. Ça va un peu avec les deux partiels qu'on a eus en juin dernier, rappelez-vous, et le PQ à 24 %. Autre région, mais c'est là que pour nous, ça a quand même une incidence. Là, c'est l'Est du Québec, c'est l'Abitibi, c'est la Gaspésie, c'est le Saguenay-Lac-Saint-Jean, le PQ à 39 %. Des résultats comme ça, il faut réussir à les transférer en nombre de sièges. Et là, évidemment, là, on est dans... C'est hasardeux, parce que malgré le fait qu'il y a des logiciels qui existent pour comptabiliser tout ça, c'est jamais sûr à 100 %. Non, puis il y a les candidats qui vont se présenter. Oui, puis selon le candidat local, selon le type de campagne en jeu, si c'est une partielle, si c'est une générale, là, il y a plein de facteurs. Mais si on avait à transférer ça en nombre de sièges, bien, ça donne un Parti québécois au gouvernement qui est minoritaire. PLQ, 55 sièges, la CAQ, 10. En fait, c'est la CAQ qui mange la claque. Parce que, rappelez-vous, en 2012, la CAQ, elle avait eu 19 sièges. Et en 2014, elle a eu plus de pourcentage de vote
Mais 150 000 votes de moins, mais 22 sièges au lieu de 19. Donc, la CAQ profite, depuis son arrivée là, sur l'échiquier, de la division du vote francophone et du vote nationaliste souverainiste dans certaines régions. Et dans un sondage comme celui-là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que là, la CAQ, semble-t-il, pourrait connaître une diminution du nombre de sièges importante, de 19 à 10. Et c'est ce qu'on annonce finalement, parce que dans les dernières partielles, la CAQ sous-performe, c'est pas facile, trouver des candidats, puis même quand on a des candidats vedettes comme Jocelyne Cazin, ils ne gagnent pas. Et QS, au lieu de 3 sièges, ça serait 2. Évidemment, les 2 sièges, c'est Françoise David puis Amir Kadir. À ce compte-là, peut-être même que Manon Massé ne serait pas réélu. Mais, comme je vous dis, c'est à prendre avec des pincettes. On n'est pas encore rendu à l'élection. C'est à prendre avec des pincettes, parce que là, tu as une marge d'erreur de plus ou moins tant de sièges par parti. Et ça, j'ai pris ça sur Tout close, tout cadre. Ça existe depuis quelques années, Tout close, tout cadre. Ils ont pris tous les sondages, puis c'est même répertorié par circonscription. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça donne 4 péquistes sur 5. Sauf Robert Val. Robert Val, M. Couillard, à ce moment-là, selon les prédictions, ferait 48 % et un candidat péquiste, 40. Ah, c'est vrai, M. Couillard, il est aussi député Robert Val. Semble-t-il. Alors, on ne devrait pas dire des choses comme ça, mais bon, c'est ça pareil. Alors, ça, c'était pour les intentions de vote. Voyez-vous, alors, on va voir un grand titre dans le journal, on regarde ça vite, vite, puis moi, là, pour trouver ce sondage-là, ça m'a fallu quelques clics, là, quelques recherches, là. C'était pas facile, nécessairement, de trouver le vote francophone. Alors, je veux dire, pour quelqu'un qui n'est pas avisé, évidemment, la volonté de chercher à tout prix, là, la statistique, elle est peut-être moins là. Alors, je trouve ça bête, parce que je me demande pourquoi, lorsqu'on a fait les analyses de ce sondage-là, on n'a pas dit ça. Non. Sincèrement, ça m'embête, ça. Et je comprends pas pourquoi qu'on prend pas le temps pour bien expliquer les choses. Mais c'est-tu dû au fait que les médias se concentrent juste sur une affaire parce qu'ils savent que où c'est parce plus tôt, excuse-moi, j'ai de la misère un matin, que la personne qui écoute les nouvelles, elle, ce qu'elle va, son range d'attention, si tu m'excuses l'expression, c'est moins de 1 minute, sinon elle va zapper ailleurs. C'est les deux. On le sait, tout va vite. T'as pas grand temps, toi, comme journaliste, t'arrives avec ta nouvelle, c'est des petits cues de quelques secondes, des fois, même des petits clips. Mais là, nous, on prend le temps ce matin, puis on en parle beaucoup, quitte à aborder moins de thèmes ce matin, mais on prend le temps d'aborder plus en profondeur. Mais ce que je comprends pas, par contre, c'est qu'il y a quand même des émissions de politique, puis il y a des chroniqueurs qui font que ça à temps plein. Puis là, on suranalyse. Il n'y a jamais eu autant d'analystes, de chroniqueurs. Et... mais c'est troublant parce qu'ils vont pas nécessairement... J'essaie pas de... Comment là? Parce que là, je peux paraître... teinté. Oui, en rouge, teinté, et je peux paraître un peu prétentieux dans ma façon de dire ça, mais c'est pas le but. Moi, à partir de l'information que j'ai, je fais une analyse, et si j'avais à écrire un article, peut-être qu'il y a un bout de l'article qui serait similaire, voire pareil, mais il y aurait peut-être une conclusion un peu différente. Parce que tu as l'impression qu'on prend pas toute l'ampleur du c'est parce que le titre que tu vas lire, c'est « Le PQ sous-performe ». Pellado n'a fait guère mieux que Marois. Là, s'il y avait une élection demain matin, Pellado aurait fait mieux que Pauline Marois en 2012 lorsqu'elle a été première ministre. Fait que c'est pas vrai de dire ça. Faut pas le dire. C'est peut-être pas à la hauteur des attentes. Ça pourrait être mieux pour les péquistes, étant donné le contexte de contestation budgétaire dans lequel on est. Ouais. Mais de là à dire qu'il sous-performe, attention, là. Puis, ce qui est drôle, c'est que je voyais des anciens rédacteurs de discours, notamment Claude Villeneuve, que j'aime bien d'ailleurs, qui est chroniqueur dans le Québec, s'en prendre à Pierre-Carl Pellado. Tu sais, moi, je me dis, non, mais là, il y a du monde qui a une mémoire courte. Parce que au PQ, c'est une affaire... C'est comme un microcosme, là. C'est comme un autre monde, là, par rapport à d'autres formations politiques. On dénonce souvent le phénomène des belles-mères, tu sais. Ça fait 6 mois que le gars, il est chef, puis bang, là, les anciens qui étaient là, ils rentrent dedans, tu sais. Je veux dire, puis eux, ils ont été victimes de ça. Rappelez-vous, là, l'équipe Marois, les collaborateurs, s'ils n'ont pas été victimes des belles-mères, c'est comme rien, là. Oui. Alors, voyez-vous, je trouve qu'on... Mais ça, c'est un truc de gestion interne, typiquement péquiste, et les gens, ils n'apprennent pas de ça. Pendant ce temps-là, tu te divises et tu envoies l'image de diviser. Plutôt Puis les journalistes aiment ça aussi. Là, les journalistes, là, ils salivent déjà là, pour le congrès en 2016. Ils ont réservé leurs hôtels, probablement. Là, ils doivent avoir hâte. C'est drôle. Oh, là, on va tomber sur l'immigration, j'ai l'impression. Portrait des musulmans québécois selon Castel. Qu'est-ce que Castel, pour les gens qui sont au Castel, c'est un château. Castel, c'est Frédéric Castel. Il est chargé de cours
à l'UQAM. Et il a fait une recherche sur le portrait des musulmans au Québec. Et je trouvais ça tellement à propos. Puis, entre autres, il est venu livrer ces résultats-là à l'UQAC. Dans le cadre d'une conférence, à laquelle je n'ai pas assisté, mais j'ai vu des articles et c'est ce qui m'a donné le goût de vous livrer ces chiffres-là. Puis, c'est parce que, tu sais, avec la question des réfugiés, puis reculons de quelques années, appelons ça Charte des valeurs, accommodement raisonnable, Bouchard-Taylor, peu importe. Et souvent, ben, on prend en grippe un peu... l'ICAM, hein, ça fait pas si longtemps que ça, l'ICAM. Non. Et là, ben, des fois, on dit des choses, des fois, on pense que certaines choses sont vraies, on les répète, et à force d'être répétées, même si c'est faux, ça devient vérité. Et là, ajouter à ça le phénomène Facebook, où tout un chacun y va de son analyse, et là, à un moment donné, ça part dans tous les sens, puis il se dit des choses parfois là, qui sont horribles. Alors là, je me suis dit, regarde donc, là, on a quelqu'un qui je veux dire, quelque part, a gagné ses lettres de noblesse, il enseigne à l'université. Je me dis, c'est un chercheur, il y a une méthodologie. En tout cas, je peux à tout le moins considérer ce qu'il a fait. Là, je n'ai pas à tirer un trait là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit au Québec, il y a 300 000 musulmans qui habitent au Québec, dont 27 % sont nés au Québec. Donc, plus d'un quart. Ben, 27 % des musulmans sont nés au Québec, sont québécois, puis les parents de ces musulmans-là, on peut penser qu'ils sont au Québec depuis un bon bout. Alors, à la fameuse phrase, s'ils ne sont pas contents qu'ils retournent chez eux, là, quand tu es né ici, tu es chez vous ici, premièrement. Deuxièmement, on parle de 140 mosquées. Alors, il n'y en a pas 14 000, là, il y en a 140. Ça ne veut pas dire de banaliser et puis de ne pas s'interroger sur des phénomènes religieux, sur des types de revendications de certains groupes, mais il faut relativiser. Et moi, ce qui m'a surpris dans cette étude-là, 40 % des musulmans ont un diplôme universitaire. Là, quand je dis diplôme universitaire, ça peut être certificat, bac, maîtrise, peu importe. Et au Québec... Ouais. La moyenne, c'est quoi? Selon les chiffres de l'Institut de la statistique, je pense, pour 2013 ou 2014, là, peut-être que la mémoire me fait défaut sur l'année, mais la dernière statistique que j'ai vue, c'était 29,5. Donc, plus là, c'est 25 % de plus scolarisés que les Québécois en général. Peu importe l'appartenance religieuse, linguistique, là, je veux dire, globalement. 84 % des musulmans fréquentent les lieux de culte occasionnellement, voire jamais. Donc... Un peu comme moi quand je vais juste à la messe à Noël. Ben, c'est exactement ça. Moi, moi, je suis catholique non pratiquant. Hein, on l'entend souvent, ça. Catholique non pratiquant. Bon, baptême, mariage. Même pas. Noël. Puis des fois, les desserts. Noël pour les chansons. Les desserts, des fois. Oui, les desserts. Bon, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que ça, on est dans l'occasionnel. On est c'est pas juste une pratique religieuse, là, c'est des rites communautaires où soit que l'on fête ou soit qu'on deuille ensemble pour passer à autre chose par la suite. Là, on n'est pas simplement dans le spirituel. Là, on est dans les rites. Mais 83 % des musulmans du Québec parlent français. Moi, je trouvais ça quand même assez intéressant, merci, parce que parfois, on va dire, dans l'immigration, il faudrait avoir plus d'immigration francophone. Bien, d'abord, le Québec gère déjà une bonne partie de son immigration. Ouais. Deuxièmement, il y a déjà plus de points dans la fiche technique du Québec accordée aux Français que n'importe où au Canada. Troisièmement, quand on sait que, par exemple, au Québec, c'est quelque chose comme 79 % des gens qui sont de langue maternelle française, à peu près 81 % 82 là, qui peuvent le parler, qui le comprennent, et bon... ou langue utilisée à la maison, et qu'à Montréal, île de Montréal, centre-ville de Montréal, bien là, c'est rendu à peu près, là, c'est 1 personne sur 2 qui parle français. Alors, quelqu'un qui se soucie de la langue française et de la protection du français, parce que moi, je crois qu'il y a, sur certains aspects, péril dans la demeure, bien, de savoir que 84 % de la communauté musulmane parle français, moi, je trouve ça plutôt positif. 83, pardon. Non, c'est vrai, c'est vrai. Puis une autre statistique que j'ai vue, là, je ne me rappelle pas du chiffre exact, mais parce qu'il y a aussi un préjugé où on dit « Ouais, ça vient d'ici, puis ils se mettent sur l'aide sociale. » Mais on a montré que les immigrants, là, pas juste les musulmans, mais c'est ceux qui restent le moins longtemps sur l'aide sociale parce qu'ils veulent... Bien, en fait, cette étude-là, l'idée, c'était de montrer le portrait des musulmans au Québec par rapport en France et en Belgique. Parce qu'avec les attentats de Paris, la question que les gens se sont posées au niveau des réfugiés, est-ce qu'il y a un risque? Bon... Sauf que, d'abord, Castel, ce qu'il nous dit, c'est qu'on a accueilli des Afghans au début des années 2000. Puis il n'y a pas eu de talibans qui ont passé. Un. Deuxièmement, le seul point
qui est similaire avec les musulmans français ou belges, c'est le taux de chômage, qui demeure presque 2 fois plus élevé pour les musulmans par rapport à la moyenne québécoise. Parce que pour le reste, si on va faire le portrait du monde musulman en France ou en Belgique, c'est moins intégré, c'est encore plus pauvre, moins scolarisé aussi. Alors, on n'est pas dans la même game. Et c'est ça qu'il faut que les gens comprennent aussi. Tu sais? Il y a un autre diapo, parce que lui, ça c'est québécois, mais M. Castel, il nous a donné des résultats pour la région. Ben oui, parce qu'au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il y aura environ 500 musulmans. C'est une petite communauté, là. C'est 277 000 personnes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Éventuellement, en fait, plus qu'éventuellement, mais je veux dire, c'est essentiellement concentré à Saguenay. La présence de l'université n'est pas étrangère à ça. Bon, un coup qu'on a dit ça, 66 % des musulmans de la région possèdent un diplôme universitaire. 66 Et 100 % parlent français. La plupart vivent en union libre. Et c'est le plein emploi. Ouais. C'est le plein emploi, là. Alors, lui, ce qu'il dit, c'est que si le Québec a attiré l'élite des musulmans, quand il fait référence à la scolarité, bien, il dit le Saguenay, c'est l'élite de l'élite. Puis il explique, il n'y a pas ces réponses-là sur le pourquoi, mais il dit c'est vraiment quelque chose à exporter. Et là, ça, c'est complètement différent de ce qu'on entend habituellement, de ce qu'on entend de Jean Tremblay, de ce qu'on entend. Non, mais c'est parce qu'en plus, rappelez-vous, il y a eu des incidents avec le Saguenay, Québécois de souche, puis il y a eu des coups fumants, là, si je peux dire, pas toujours... rarement, mais des coups pas très gracieux. Là, hein? Non. Après ça... mais c'était intéressant aussi, la personne dont je me rappelle plus le nom, qui est président, si tu veux, de l'Association musulmane de la région, était très ravi de voir ces chiffres-là, évidemment. Et là, on parle de contribution positive à la région. Oui. Plus que positive. Bien, plus que plus. Là, puis ça nous fait réfléchir à notre modèle d'accueil au niveau de l'immigration. Quand je vois des organismes comme Portes ouvertes sur le lac, il faut les aider, il ne faut pas les fragiliser. Non, mais en ce moment, on fragilise pas mal tout ce qui est dans le communautaire et dans le social. OK, c'est intéressant, Patrice, que tu nous parles là. Dans l'accueil des réfugiés, parce que là, on va en accueillir, mais il faut savoir qu'ici, on a une longue tradition d'accueil. Autant les loyalistes lors de l'indépendance américaine, tout à fait. Les Feniennes, on peut parler des Juifs, on peut parler des boat people vietnamiens. Mais après ça, tu sais, l'Afrique du Nord, on a... J'ai écouté Éric Bédard, l'historien, dans une entrevue qu'il a donnée dans un poste de radio. Il disait, vous savez, au début des années 70, il y a des Haïtiens qui vont venir ici. Ça va donner des Danny Laferrière. Ouais. Dans les fins des années, fin 70, en tout cas, vietnamiens, ça va donner, entre autres, là, des dentistes, des médecins, des pharmaciens, puis une écrivaine qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Kim... Alors, c'est bête, là, j'oublie son nom, mais c'est elle qui a écrit le roman Roux. Oui. Qui est un peu un roman autobiographique là, sur quand elle est partie du Vietnam pour aller à Granby, puis qui est même mariée avec un gars de Robert-Val. Il faut le faire, là. Fait que, tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi ça, accueillir des réfugiés. Accueillir des réfugiés, c'est accueillir au début du 20e siècle des Juifs qui se font persécuter en Europe de l'Est. Et ça va amener des idées, ça va amener pas juste des bons smoke meat, là, tu sais, non, ça va amener autre chose. Mais c'est aussi ça, je veux dire, hein, on se bombe le torse, hein, avec nos smoke meat à Montréal. Oui, mais tu sais, comme toute la communauté ukrainienne qui est surtout en Ontario, qui est arrivée dans les années 30 quand il y a eu la grosse famine en Ukraine, je veux dire, on a une grande tradition d'accueil ici, puis ça fait tout, oui, le multiculturalisme, mais ça fait une société qui est... C'est des Québécois, en fait, là, qui viennent de génération, qui deviennent des moi, ce que je vois, c'est que c'est une contribution positive. Ben oui. Et, alors, moi, je ne vois pas de raison qui fait qu'on peut se méfier ou avoir peur d'accueillir des réfugiés syriens. Par contre, j'ai beaucoup de difficultés avec l'idée de Denis Coderre, là, heureusement, sursaut de dignité du gouvernement libéral avec M. Moreau, qui a dit non, les gens qui arrivent ici vont être soumis à la loi 101, là, terminé. Il a mis un couvercle sur la marmite. Parce que c'est assez explosif là, comme sujet. Là. Sauf que Denis Coderre a proposé que les réfugiés qui vont arriver, là, on parle quand même de 7 300 en 2 ans, ne soient pas soumis à la loi 101. Là, on parle du libre choix au niveau des écoles, on parle
Bref, on parle d'automatiquement et dans une grande proportion se tourner vers l'anglais plutôt que le français. Et ça, c'est faire très peu de cas de l'histoire. Oui. Parce que la raison pour laquelle on a instauré une loi 101, c'est entre autres parce qu'à l'époque, les immigrants, dans une très large proportion, choisissaient l'anglais au niveau de l'école, dans les différentes institutions, et devenaient à quelque part, à l'époque, c'est ce qu'on disait pour les francophones, une espèce d'agent assimilateur, en gonflant le nombre, la proportion anglophone versus francophone. C'est entre autres ce que la loi 101 a voulu faire, au-delà de l'affichage, là, puis au-delà d'autres. Alors, c'est important parce et je comprends pas pourquoi il dit ça, parce que dans le passé, il n'y a personne. Les Vietnamiens qui sont arrivés, il y a quelqu'un qui le. Ils ont même été un peu partout sur le territoire québécois, dans d'autres villes. Oui. Puis, y a-tu quelqu'un. Je veux dire, sincèrement, là, le réfugié qui va arriver ici, là. Des fois, je me dis, il y a des structures d'accueil, on va garantir mon séjour pendant un certain temps, on va me donner des cours, je vais avoir des subsides pour m'aider à passer à travers ça, on va me donner une formation, on va m'aider à me chercher un emploi, on va m'intégrer, mon enfant va être pris en charge, va aller à l'école. Oui. Sincèrement, là, tu lui demandes je pense pas qu'il va réchigner là-dessus, moi. Ben non, puis c'est important parce que, tu sais, je comprends que des fois, les parents peuvent avoir de la misère, mais quand les enfants vont à l'école en français, ils deviennent des citoyens, québécois, canadiens, mais qui sont habiles avec la langue et qui vont continuer à faire perdurer, en fait, la tradition francophone en Amérique du Nord. Là. Oui, puis après ça, l'idée, c'est... En tout cas, si dans la loi 101, on prévoit que si les parents ou toi, tu as eu un historique à l'école anglaise où tu sais vraiment... Il y a des dispositions, des exceptions. C'est ça, c'est correct. Tu ne changes pas la loi, tu appliques la loi. Mais de suspendre, de ne pas l'appliquer pour de dire « Allez, go! » Non. Moi, et là-dessus, t'as une Coderre que je déteste pas. Moi, là, je trouve que comme maire, tu sais, je veux dire, il y a un certain leadership. Puis même au-delà de la question des eaux usées, là, qui a fait parler beaucoup, ben, je veux dire, c'est un homme qui on sent qu'il reprend Montréal. Hein, tu sais, c'était pas facile, là, les dernières années, Montréal. C'est sûr que ça et là-dessus, je trouve qu'il fait une bourde incroyable. Mais là, bon, ça semble réglé. On pense pas que... non, puis il y a eu l'autre bourde aussi là, à Québec, là, vous disait on veut pas accueillir, on va accueillir juste des femmes avec des enfants, mais pas d'hommes seuls. Là, Ah, pas à Québec, ça, c'est dans les critères du fédéral. On avait suggéré l'idée d'accueillir... Régis Labaume qui a dit ça, il dit nous autres, on... Oui, mais ça, c'est parti, en tout cas, de ce que je me rappelle, c'était une proposition. Au départ, c'était un scénario envisageable par le gouvernement fédéral lui-même de prioriser femmes et enfants. Femmes et enfants, bien, c'est le père. Pas le père, femme et enfant, mais je veux dire l'homme seul. Là. Tu sais, le jeune homme seul de 22, 23 ans là, qui a le parfait profil du djihadiste. Bon, est-ce que c'est fondé ou pas? Là, on sait qu'à travers ça, il y a des rapports de l'ONU, il y a des profils. Tu sais, je veux dire, là, nous, on n'a pas accès à toute l'information. En même temps, des profils types vraiment de personnes qui se radicalisent, djihadistes. On sait que c'est pas rattaché nécessairement à un statut socio-économique. Non, puis il y a des enquêtes qui sont faites. C'était des jeunes hommes, mais là, il commence à avoir des jeunes femmes. Alors, ça devient de plus en plus difficile de faire des profils. Puis quand ça fait 3 ans que tu vis dans un camp de réfugiés, là, je pense pas que... tu as le goût d'être accueilli, puis tu as le goût de refaire ta vie, tu n'as pas le goût d'être radicalisé. Là. Ah, puis comme disait, j'ai un ami qui a écrit un moment donné, il dit prenez 25 000 Québécois, apportez-les en quelques jours, n'importe où sur la planète. Ça se peut qu'il y ait 3-4 cabochons à travers. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que là, tu sais, c'est une mesure exceptionnelle, la situation exceptionnelle. On n'a pas de devoirs légaux face à cette situation-là. On a seulement des devoirs moraux et éthiques. C'est une goutte, là, 25 000 réfugiés. Là. Au Liban, il y a 1 million de réfugiés syriens. Tu sais, faut mettre aussi les affaires en perspective. Là. Tout à fait. OK, structure d'accueil. Penses-tu qu'on va finir par accueillir ici les réfugiés? Parce que je sais que Bagotville se préparait. Ben là, pour l'instant, ce qu'on s'est demandé, pourquoi que c'était concentré dans certains coins du Québec. En fait, ce que j'ai cru comprendre, moi, c'est que tu as des organismes qui accueillaient déjà des réfugiés. Parce qu'il faut comprendre là, que des réfugiés, on en accueille à tous les ans. On en accueille environ, je pense, au Québec, quelques milliers par année, 1000, 2000, 3000... Mais ils ne viennent pas nécessairement de la Syrie. Ça ne fait pas la nouvelle. Mais des réfugiés au Canada puis au Québec, on en accueille à chaque année. C'est juste que là, on va augmenter la proportion du nombre que l'on accueille et ces gens-là vont venir davantage de Syrie qu'ailleurs.
On va prioriser, si tu veux, les réfugiés. Ouais, oui. Mais ceci dit, c'est pas nouveau en soi. Alors, il y a des organismes qui accueillent déjà des réfugiés, qui ont déjà une expertise. Tu as des gens, moi, ce que je comprends de la chose, là, qui sont intéressés, qui sont stand-by. Tu sais, là, quand vous aurez besoin de nous, on va être là. Et ça, tu as des organismes comme ça, que ce soit des villes comme Ville-Saguenay qui a levé la main, Porte ouverte, sur le lac et autres, parce que c'est possible, j'ai l'impression qu'il y aura peut-être plus qu'une vague. Oui. Alors, à un moment donné, là, va falloir régionaliser davantage. Puis là, il y a la question des ressources, là. Une école peut dire, une commission scolaire, moi, je suis prêt à en accueillir 450 sans problème, j'ai de la plage et des locaux. Mais vous allez me payer des profs. Ben oui, c'est ça. Vous allez me donner des ressources. Puis parce que là, on s'entend bien que ça coûte quelque chose, tout ça. Et qui va payer ça? Et c'est ce que les maires des grandes villes au Québec ont brassé à un moment donné. Qui va payer? Parce que là, il y a une question de... Tôt ou tard, tu arrives à la facture. C'est bête et méchant dans un contexte humanitaire. Mais il faut quand même poser la question dans quel livre comptable on va l'écrire. Fait que c'est ça. Alors, il y aura des vagues. Il faudra voir le rôle de tout un chacun. Et évidemment, personne qui va faire ça gratuitement, ça prend des ressources. Sauf que là, bon, c'est sûr, il y a le parrainage privé, là, puis il y a le parrainage du gouvernement. Fait que le parrainage privé, ben là, c'est plus des initiatives citoyennes, les gens se portent garant. Et ça, semble-t-il qu'il y en a plusieurs. Oui, quand même. J'ai pas vu la proportion, là, il y en a plusieurs. Et maintenant, ça sera au gouvernement de dire, ben voici, les réfugiés que je prends sous mon aile, je les envoie là. J'imagine qu'il y aura des partenariats, des organismes. On va voir, mais c'est de bon augure pour la société québécoise. Les garderies, Patrice, les garderies, on veut couper 120 millions dans les centres à la petite enfance. Je m'excuse, là, je décroche. Je comprends pas. C'est 120 millions pour l'année 2016-2017 et ça s'ajoute aux 174 millions des 2 dernières années. Deuxièmement, rappelez-vous que, alors, quand tu veux fragiliser un système, là, tu le sous-finances. Ben, oui. Deuxièmement, rappelez-vous là, tout le débat autour des frais de garde, qui étaient à 7,30 qu'on a monté à 8. Bon, ça là-dessus, personne n'a vraiment chialé, et même dans les établissements scolaires. Par contre, là, on a dit, selon ce que tu gagnes, un peu comme la taxe santé. Tu vas arriver à ton rapport d'impôt, tu as payé 8 semaine après semaine par jour. Vous gagnez, exemple, je ne sais pas moi, 108 000 de revenus familial. Ta place, elle ne te revient pas, par exemple, à 8 elle te revient à 10. Et là, dans ton rapport d'impôt, là, non seulement ta contribution santé, mais tu as une espèce de contribution garderie. C'est le même principe. Oui. Et là, admettons, non seulement tu as donné semaine après semaine à la garderie, mais on me dit, tu as un enfant, je donne un exemple, tu dois 642 $. Alors là, avec ton rapport d'impôt, un chèque, 642 $. Là, évidemment, je donne un chiffre comme ça pour que les gens comprennent, là, c'est un exemple. Alors là, mais ce que le provincial dit, mais ta dépense va être admissible au crédit d'impôt fédéral. Fait qu'en bout de ligne... Bon, alors comment refiler la facture à l'autre? Augmenter les revenus du Québec et d'occuper l'espace fiscal fédéral pour diminuer l'impact sur les familles. Je comprends tout ça. À la limite, c'est même pas bête d'aller chercher davantage de revenus au fédéral. On en donne 48 millions par année, sincèrement, on ne se gênera pas. Par contre, là, les gens, il faut toujours bien qu'ils fassent un chèque, puis il faut qu'ils supportent pareil. Puis le troisième problème, donc là, on a coupé, on a fragilisé, on a revu les tarifs avec des crédits d'impôt, et tellement que ça fait que la demande sur les places subventionnées sera moindre, parce que tu es dans le réseau subventionné ou au privé, avec les crédits d'impôt, c'est à peu près pareil. Et là, on annonce non seulement des coupures additionnelles, mais on a identifié le tiers des garderies les plus performantes, puis on va faire un indice. Et selon cet indice-là, si tu t'en rapproches, tu vas avoir ton plein financement. Sauf que pour faire un indice sur le tiers performant, est-ce qu'on a comparé les bonnes affaires? C'est ça ma question, parce que là, comment on fait? Voir des colonnes de chiffres, c'est quelque chose, mais voir la qualité du service qui est donné, du nourriture, quelqu'un disait, par exemple, un service de garde dans un milieu de travail ouvre de 8 à 4. Il fait moins d'heures, à 4 heures, tout le monde finit, on est parti, go. Ben oui, c'est ça. Mais là, c'est sûr qu'il vire avec moins d'heures. Oui. Alors lui, il influence l'indice sur lequel on se fie, mais est-ce que ça reflète la réalité des parents qu'il faut qu'ils aillent le mener à 7h30 s'ils veulent avoir le temps, puis qu'ils peuvent venir le chercher à 5h, puis dans ça...
Comprends-tu? Ben oui. Alors là, on fait un calcul avec le nombre d'heures. Ce qu'on dit, c'est que c'est 20 000 heures. On fait un calcul annuel, là. C'est 23, 24 000 heures. Ouais, j'ai mis une citation. Puis pour bien comprendre, là, on va prendre une minute ensemble, on va la lire. Et ça, c'est pas moi qui l'invente. La presse, 26 novembre 2015. Une source signale que pour une garderie de 80 enfants, le ministère aurait l'intention de verser une subvention destinée à la rémunération permettant de couvrir environ 20 000 heures de travail par année. Or, le nombre d'heures, habituellement pour un centre du genre, est de 23 à 24 000 heures. Alors, si je prends 23 à 24 000 heures et que je ramène ça à 20 000 heures, ça veut dire que j'ai moins d'heures à faire effectuer, notamment à des éducatrices. Et une éducatrice, c'est 1600 heures. Ça veut dire que pour une garderie de 80 enfants, là, c'est 2, peut-être même 3 éducatrices qui vont perdre leur emploi. Ramener ça à l'échelle du Québec, ça permet de dire aux représentants des CPE, parce que ça, cette annonce-là, elle touche les CPE, mais aussi, dans une bonne mesure, mais quand même, les garderies privées subventionnées. Ensemble, on parle de 5 000 éducatrices qui, potentiellement, pourraient perdre leur emploi là, avec ça. Alors là, comment démolir un système parce que là, public? c'est des pertes d'emploi, donc des gens qui ont moins de salaire, qui peuvent moins dépenser, qui peuvent moins participer à l'économie de tout le monde. Puis en plus, je veux dire, on leur laisse nos enfants, je veux dire, on veut pas, là, sinon, ben, on ouvrons les prisons, mettons les enfants dedans, là. Non, mais si on veut juste quelqu'un pour surveiller, c'est là, pas pas rien qu'il que se fasse ça, mal, là. c'est une des raisons qui fait qu'on a instauré les garderies, c'était pour éviter le phénomène de la clé dans le cou. Oui. C'était pour socialiser davantage. C'était pour essayer, dans une certaine mesure, et ça devrait être amélioré par contre, d'aller rejoindre les milieux défavorisés pour la socialisation des jeunes enfants issus des milieux défavorisés. C'était aussi, et rappelez-vous, le taux d'activité chez les femmes, il a explosé avec cette mesure-là. Oui. Il est parti de 50 à 70 % en quelques années seulement. Ces femmes-là, là, ils font quoi? Ils travaillent, ils payent des impôts et des taxes. Ce qui a permis à des économistes comme Pierre Fortin, Godbout, qui ne sont pas là progressistes, péquistes, gauchistes et candidats à l'élection provinciale passée et future, là. Ouais. Puis ces gens-là ont dit, ben quand on regarde ce que le système de garde coûte, ils s'autofinancent à somme toute. Alors là, c'est un in and out. Hey, on a une politique sociale qui, à très, 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 très court terme, fonctionne, fait travailler le monde. Il n'y en a pas beaucoup des politiques sociales qui permettent ça. Là. Ben non, puis qu'en plus, qui s'autofinancent. Même l'éducation, tout le monde le sait que c'est positif, Ouais. mais souvent, comme personne, tu fais plusieurs années dans le système scolaire, tu as ton diplôme, tu travailles, tu deviens productif pour la société. OK, on peut le voir de façon utilitariste, là, mais bon. Mais je veux dire, c'est des résultats à moyen terme ou long terme. Alors là, les frais de garde, c'est tout de suite, là, c'est maintenant. Là, c'est à chaque semaine, ça permet à du monde de travailler et de contribuer à l'économie. J'ai beaucoup de difficultés à comprendre l'obstination, mais j'ai peut-être un élément de réponse. Oh. En 2008-2009, Martin Coiteux, qui n'était pas candidat, qui n'était pas ministre, a déjà publié des ouvrages pour dénoncer les coûts élevés des CPE, des systèmes de garde. Moi, j'ai l'impression que, il y a du monde là-dedans que leur idée est faite. Alors, à un moment donné, on agit par dogme. Oui, c'est ça. Plutôt que C'est d'agir l'idéologisme. pour l'État, pour la raison d'État. En tout cas, moi, c'est ma crainte. Et là, je pensais que c'était réglé, moi, sur la question des garderies, avec la question des tarifs, là. Je pensais que, ben non. Puis là, en plus, c'est qu'on a, puis lorsque je vous ai pas trop mis de citations, mais c'est qu'on souhaiterait baisser les subventions quotidiennes de 22, 23, 24 % dans certains cas. Ça veut dire que si, par exemple, tu as 41 $ par enfant de 18 mois et moins, ben là, ça serait 37, mettons. 36. Alors, comment on fait pour démolir un système public? Oui. Ben, on fait comme ça. Ben oui, c'est dans la grande logique du gouvernement qui veut privatiser le Québec, là. C'est ça. Ouais, c'est triste. Hey, on déménage, on s'en va à Paris, Paris. Ouais, là, on a fait un bon... ouais, c'est correct. Pas Paris-Bonca. Hein? Non, à Paris. Parce que c'est la COP21, donc la conférence de Paris sur le climat, qui est attendue depuis longtemps. On en parle depuis longtemps, on le sait. On veut un texte qui serait contraignant, on l'espère, un peu comme Kyoto. Est-ce qu'on va y en arriver? J'entendais un matin là, que les négociateurs sont là, puis c'est difficile parce que là, c'est les choix des verbes. Hein. Devrait, pourrait, tu sais, c'est pour qu'après ça, ben, les dirigeants puissent dire on signe pas. Va-t-on y arriver? Ben, l'enjeu, moi, je pense que ça a bien commencé. D'abord, en ce sens que les beaux discours, on veut fédérer, on veut unir,
le devoir face à l'histoire, on a entendu Obama, François Hollande, les Français qui ont le sens de la formule dans ce genre de situation, et François Hollande, qui rapidement, là, dès le début, a bonifié le fonds vert de quelques milliards de dollars, notamment pour aider l'Afrique. T'sais, lui, il reçoit. Fait qu'il va montrer l'exemple. Il dit, je bonifie le fonds vert je pense qu'il est passé de 4 à 7 milliards d'euros. Ah oui. C'est des sous, ça, monsieur. Oui, puis le Canada qui a suivi aussi, là. Le Canada qui, certains... Qui a repris sa place un peu. Oui. Non, ça, il faut bien le dire. Puis certains s'attendaient à ce que le Canada fasse une annonce de 4 milliards là, pour l'aide internationale en ce sens. Là. C'est 2,4. Bon, ceci dit, ça a permis de dire à Thomas Mulcair qu'il était demeuré sur sa faim, mais il faut voir où ce qu'on partait aussi. Puis il faut voir que c'est pas terminé non plus, là, ça match. Alors là, il y a ça. Sauf que c'est vrai que les gens vont savoir, ils doivent réfléchir, est-ce qu'on veut des objectifs contraignants ou non? Est-ce qu'on veut que ça soit efficace ou non? Parce que là, on va se donner un objectif écœurant, mais si on n'est pas contraint à... Oui, je veux dire, puis on le sait comment ça fonctionne, les gouvernements. Là. Si tu les contrains pas, ils font pas les efforts. L'autre affaire, c'est une question de gros sous. C'est pour ça que j'ai écrit question d'argent, parce que tu as des pays qui sont très affectés par les changements climatiques, l'Afrique, tous les pays qui sont sur le bord de l'océan, Polynésie, mais ils n'ont pas besoin d'aller bien loin. L'île de la Madeleine, Côte-Nord, l'érosion, les berges. Sauf que, à ce moment-là, tu te dis, avec quel argent on va payer ça? Parce que là, déjà qu'on a de la misère à payer santé, éducation, etc., tu te dis, comment on va payer? Alors là, les pays, les leaders, les pays plus riches doivent mettre de l'argent sur la table pour aider ces pays-là. Alors là, ça, c'est le deuxième obstacle. Oui, puis parce que, en tout cas, je voyais là, des schémas mathématiques, là, et dans 100 ans, si on ne fait rien, en fait, là, c'est pas 25 000 réfugiés qu'il va y avoir, là, c'est 1 milliard de réfugiés sur la planète qu'il va falloir relocaliser. Tu vois que ça peut devenir très, très complexe. Les participants au sommet socio-économique de Davos, qui ne sont pas particulièrement altermondialistes, on peut se dire, qui sont très néolibérales, la Banque mondiale a commencé à dire, là, un instant, à un moment donné, on a dit que la lutte au changement climatique pouvait nuire économiquement. Bien là, c'est la non-lutte qui va nuire tantôt. Déniaisez-vous. Les compagnies d'assurance ont sorti publiquement à plus d'une reprise pour dire que il se passe de quoi avec le changement climatique? Les cotisations vont monter, on ne sera plus capable de couvrir. Attention, ce qui se passe. Donc, effectivement. Puis là, ceux qui doutent, là, de temps en temps, tu as tout le temps un climato-sceptique. Là. Ouais, mais c'est la température de la Terre s'est toujours réchauffée. Oui, c'est vrai. Jacques Brassard sort de ce corps. Non, mais c'est parce que... Mais pas pour les mêmes raisons. Là, on a 97 des scientifiques qui sont rattachés aux sciences du climat qui nous disent que c'est dû à l'activité humaine. Bon, à partir de là, on peut bien avoir chacun son opinion, là, mais là, c'est pas, là, à un moment donné, il faut arrêter de discuter si c'est vrai ou c'est pas vrai, est-ce que le constat, il est bon, le constat. Ouais. Puis, pour maintenir une augmentation de la température sous la barre des 2 degrés Celsius, on doit diminuer nos émissions de 40 à 70 % d'ici 2050. Ça, c'est basé sur nos émissions de 2010. Il est là le défi. Ouais. Et pour les gens, en tout cas, si certains veulent peut-être retourner voir l'émission sur Internet, j'ai mis un hyperlien. Vous pouvez aussi aller sur le site de Radio-Canada, c'est 15 vrais ou faux sur les changements climatiques. Éducatif, amusant. Puis vous allez voir, des fois, moi-même, je pensais, ça va être facile, je vais avoir un bon score. Non, c'était plus difficile que je pensais. On apprend de ça. Puis c'est intéressant. Donc, j'invite les gens à y aller. L'invitation est lancée. Hey Patrice, on a déjà terminé, mais avant, j'aimerais que tu me glisses un petit mot sur l'école polyvalente des chutes, parce qu'on a eu une bonne nouvelle cette semaine. Bien, en fait, peut-être que c'est quelque chose qui était déjà officialisé, mais vous savez comment ça fait? Des fois, on voit une nouvelle sur Facebook passer, puis c'est le fun d'avoir des bonnes nouvelles. Puis c'est le fun aussi quand c'est notre milieu qui est concerné par la bonne nouvelle. Et ce que j'ai vu, c'est un petit vidéo, 2 minutes, quelque chose du genre, où Chantal Lacroix, là, l'animatrice, remet un prix national québécois sur, j'imagine, là, quelque chose qui tourne autour de l'implication, l'engagement scolaire chez les jeunes au secondaire, avec des bons profs et tout ça, là. Et en ce temps de négociation de secteur public, où ce que je trouve qu'on malmène l'éducation, d'ailleurs, vous avez compris aujourd'hui que je lançais à peine un message, je me suis dit que c'était une bonne idée. Alors, ce que le prix, c'est bête, là, mais je me rappelle plus le nom du prix en tant que tel, c'est-tu
mobilisme ou quelque chose comme ça. Ouais. Fait que je pense que si c'est possible, on va conclure l'émission parce que les gens pourront voir ce petit vidéo qui rend hommage aux gens de notre milieu et aux gens qui travaillent avec les jeunes et aux jeunes qui s'engagent aussi. Mais merci Patrice de t'engager avec nous et de venir nous amener ta sagesse. On vous montre ce petit vidéo. On vous remercie. C'est notre dernière avant Noël. On vous souhaite un excellent temps des fêtes. Profitez-en et ne conduisez pas si vous n'avez profité. C'est important, il y a nez rouge. Oui. Là-dessus, merci et on se voit en janvier parce qu'on continue nos revues d'actualité à partir de janvier. Merci et bon temps des fêtes. Alors, c'est ce soir que se déroulait la remise des prix Mobilis. Notre reporter Caroline Arbour nous parle de la grande vedette de cette soirée. Caroline. Oui, Pierre, malgré la présence ici ce soir de nombreuses personnalités, on a rendu hommage à une étoile montante que l'on n'a pas l'habitude de voir dans les galas. Tout a commencé par quelques articles, et puis, petit à petit, les prix et les distinctions se sont accumulés. Le prix hommage offert par Mobilis à l'école s'étant démarquée dans sa communauté est remis à... Wow, ça a vraiment l'air trippant d'aller à votre école. Ce prix-là, c'est une belle marque de reconnaissance pour vos profs. Lâchez pas, puis on va continuer de vous suivre sur Facebook. Bravo pour vos efforts et votre ténacité. Je suis fier de votre école. Je me joins à la Fondation Mobilis pour vous dire merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu réagis au choix du gagnant du prix hommage? Je suis contente et c'est tellement mérité. En fait, je trouve que tous les gens qui œuvrent dans ces programmes-là avec les jeunes mériteraient qu'on souligne leurs efforts. Vraiment, félicitations pour votre implication. Vous êtes inspirants. Alors aujourd'hui, je me suis rendue sur place histoire d'en Connaître un peu plus sur cette étoile montante. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur les gens qui s'impliquent dans ton école? Juste nous les décrire en quelques mots, leur qualité, par exemple. Cette personne-là, à gauche, c'est quelqu'un de vraiment cool. Quelqu'un qui sait avoir du fun, mais avec qui on apprend beaucoup aussi. La personne à droite, c'est quelqu'un de très généreux, quelqu'un qui sait transmettre sa passion, puis avec qui on se sent vraiment important. Cette personne-là, une chance qu'il est là, parce que ça me donne le goût de continuer. Puis ça, c'est la personne la plus géniale au monde. Merci. D'ailleurs, seulement par le nombre de commentaires élogieux et de mots d'encouragement sur leur page Facebook, on constate que le travail porte fruit. La direction affirme que la recette de son succès est fort simple. Plus la communauté, la famille encourage un jeune, plus il a de chance de persévérer à l'école. Merci, Caroline. C'est très inspirant. Mon meilleur souvenir de l'opération Nez Rouge, on a été chercher 3 filles à leur appartement, puis le party était vraiment poigné là-bas. Ça fait que la femme a dit, on va vous chanter une toune de karaoké. La fille se commande son burger. Tranquillement, pas vite, là, on voit qu'elle s'endort dans son repas. Fait que là, on embarque dans la voiture. On s'est dit, on pourrait chanter une chanson. C'est la toune! Elle chantait bien. On fait ça parce qu'on aime ça. Ça finit toujours bien. Je suis gêné. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'opération Nez Rouge.